Bonjour. À quel point la poésie peut-elle prétendre endosser le signe par le mot? À quel point la physique de l'âme peut-elle se joindre dans un tableau? À quel point la chorégraphie et la théâtralité des corps peuvent-elles se joindre dans un tableau? Telles sont des questions souvent abordées dans le milieu artistique et dont les réponses varient selon la conception de bien des créateurs. Nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau le professeur Norman Cornett, érudit en sciences des religions et critique d'art. Le professeur Cornett est publié dans diverses revues canadiennes et américaines, en plus d'être professeur invité dans plusieurs universités en Amérique du Nord et en Europe. Au cours de sa carrière, il a mis sur pied une approche dialogique qui est devenue un sujet de recherche dans diverses universités. Son approche a même fait l'objet d'un documentaire, Professeur Norman Cornett, réalisé par Alanis Obomsawin. Parmi ces toutes dernières parutions, le titre est en anglais, 158 Fragments of Francis Bacon Exploded, traduit du livre de Larry Tremblay, 158 fragments d'un Francis Bacon explosé. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Professeur Cornett, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation, monsieur Benkiran. Je vous en prie, c'est un plaisir aussi de vous recevoir, le concepteur de l'approche dialogique, professeur Norman Cornett, encore une fois parmi nous dans l'émission Art et Lettres. Comme vous voyez, mesdames et messieurs, j'ai une pile de livres, des projets de traduction que va entreprendre professeur Norman Cornett prochainement. Donc, on va parler de vos nouveautés. Et commençons d'abord par rappeler l'approche dialogique à nos téléspectatrices et téléspectateurs. En quoi elle consiste? D'entrer dans l'imaginaire de l'artiste, que l'artiste soit poète, que l'artiste soit romancier, que l'artiste soit peintre ou sculpteur, c'est de favoriser un dialogue entre l'imaginaire de l'auditoire et l'imaginaire de l'artiste. Parce que j'estime que c'est là où l'acquisition cognitive, qui est l'expression technique pour apprendre, ça se passe dans cet interstice entre les imaginaires. Donc, est-ce que, ce que je voulais savoir aussi, est-ce que l'intuition a un rôle ici? Est-ce qu'elle intervient dans l'approche dialogique? Certainement. D'ailleurs, je fais depuis plus de 20 ans des ateliers dialogiques avec Rawi Haj. Oui. Et je présente des textes, des extraits de ses romans. Et là, j'invite l'auditoire. D'abord, je leur présente un texte et je leur invite sur le champ d'écrire un seul mot sur cet extrait. Comme ça, d'un jet. En deuxième étape, avec le même extrait, d'écrire une seule phrase sur ce texte. Et on ne s'occupe pas de syntaxe, de grammaire, même pas d'épellation. C'est justement, que disait Voltaire, de la discussion jaillit la lumière. De la discussion, exactement. On crée une ambiance où l'intuition, on favorise l'improvisation. Et comme vous savez, M. Benkiran, ça fait 32 ans que je collabore avec compositeurs et musiciens jazz. Oui, la musique, elle intervient aussi dans votre approche. La musique aussi, une vision de la musicalité dans l'étoile aussi. Oui, tout à fait. Qu'on retrouve bien souvent. Professeur Cornett, j'ai ici des livres, vous avez parlé de Rawi Haj, on va en parler, mais dans un premier temps, je suis interpellé par votre dernière traduction du livre de Larry Tremblay, 158 fragments d'un Francis Bacon explosé, que vous avez traduit du français en anglais. Un grand monsieur, un grand peintre, Francis Bacon, connu aussi pour ses tendances surréalistes. Mais j'aimerais savoir pourquoi Francis Bacon. C'est quoi votre intérêt justement à aborder cette traduction? Mais dans un premier temps, comme projet de recherche, je me suis rendu compte qu'on traduit les pièces de théâtre de Larry Tremblay, on traduit les romans de Larry Tremblay, mais il publie de la poésie, M. Benkiran, depuis 1985. Depuis longtemps, oui. Et pas un seul mot de sa poésie traduit en anglais. Or, pour moi, en tant que chercheur, c'était une évidence. Là, il y a une lacune. Il faut pallier à cela. Donc, j'ai commencé en faisant une recherche depuis le tout
tout début de sa poésie jusqu'à ce recueil-là. Et là, j'ai dit Eureka, quand je l'ai lu, en tant que critique d'art, un poète qui écrit sur un artiste visuel de la trempe de Francis Bacon, j'ai dit c'est une évidence, c'est joindre l'utile à l'agréable, parce que c'est véritable un mariage de mes amours, c'est-à-dire de la littérature et les arts visuels. Justement, et puis quand j'ai vu ici, justement dans les commentaires, la manière de Bacon et le poème de Tremblay, donc comment est-ce que vous avez pu imbriquer cette approche cette approche dialogique d'abord, et puis le fait de pouvoir joindre, comme vous avez dit, l'utile à l'agréable, mais on a la manière de Bacon, la manière d'entreprendre son art et le poème de Tremblay. Comment est-ce que vous avez entrepris cette vision, justement? Mais dans un premier temps, quand j'ai lu le recueil 158 fragments de Francis Bacon explosé, je me suis dit, mais c'est pas possible. Les mots bougent sur la page. Il y a une mouvance dans ces textes. Et je me suis dit, comment se fait-il que je ressens qu'il y a ce dynamisme? Or, j'invite l'auditoire d'ici télévision de faire une petite recherche sur Larry Tremblay, qui lui est spécialiste en chorégraphie en danse. Donc, il a su insuffler le mouvement, la vie dans le verbe. Et c'est ça qui m'a attiré. Je voyais les paroles danser dans le livre. Et ça m'a attiré. De plus, devrais-je dire, que déjà, il y a là un dialogue entre Larry Tremblay et les trois de Francis Bacon. Donc, c'était en quelque sorte, comme traducteur, m'inviter dans ce dialogue, avec cette approche. dans cette danse entre Larry Tremblay et Francis Bacon. Et votre question sur l'improvisation, sur l'intuition, elle est fort juste. Vous savez que l'improvisation est le principe opérateur du jazz. Or, il y a une musicalité. Et j'ai fait un premier brouillon de traduction, et par la suite, et c'est ça qui est merveilleux, dans la collaboration avec Larry Tremblay, croyez-le ou non, on s'est établi une suite de rencontres. Je présentais mon premier brouillon, il répliquait avec ses suggestions, et nous aussi, on a fait une danse, une danse poétique une danse avec ça. verbale, et c'était vraiment une collaboration. Et ça, vous savez qu'en tant que traducteur, c'est le dialogue le plus profond qui existe, la traduction. Donc pour moi, ce qui importe, c'est cette relation entre moi et l'écrivain ou l'écrivaine. Qui compte très bien. On va faire une pause et on vous revient. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Arts et Lettres, avec notre invité, le professeur Norman Cornette. Justement, le titre m'interpelle, 158 fragments d'un Francis Bacon explosé. Dans quel sens? Exploser, c'est une expression technique dans les arts visuels. On l'associe souvent avec la photographie. C'est de prendre la peinture, la photo, ce sont des formes d'art à deux dimensions. Eh bien, la tentative d'exploser l'image, c'est un éclatement. Exactement, c'est tendre vers la troisième dimension, de sorte qu'on crée une profondeur, non seulement visuelle, dirais-je, mais moi je l'exprime comme une profondeur psychologique. Et les œuvres de Francis Bacon sont hautement psychologiques, pour ne pas dire psychiques. Donc on retient ce terme, une profondeur psychologique. Si vous permettez, professeur Cornette, de lire un extrait. Là, j'ouvre le livre à la page 65. 158 fragments d'un Francis Bacon explosé de Larry Tremblay, traduit par le professeur Norman Cornette. L'insolence des couleurs dans le corps torturé, que la vie n'a pas à temps quitté. La peau, filtre entre joie et douleur. Membrane où diable Dieu s'enfile,
voile qui dévoile l'intime, fatigue de lignes, des contours, barrage harcelé, le visage cède. Triomphe une rage liquide plus dense que l'œil du cyclone. Il y a déjà une certaine influence déjà dans les œuvres de Francis Bacon du surréalisme. Et je me suis justement posé la question, à quel point vous avez respecté ceci dans votre traduction? Est-ce que vous avez imbriqué aussi un certain surréalisme dans votre traduction? Mais il y a deux choses à souligner à ce sujet, Monsieur Ben-Kieran. Comme vous avez très bien lu, les trois de Francis Bacon sont profondément sensuels et sensoriels. Et je crois que c'est justement là le dialogue entre Larry Tremblay comme spécialiste en chorégraphie et en danse et cette haute sensibilité vis-à-vis le corps humain, vis-à-vis la peau, les membranes, tout ce qui et l'aspect tactile de toucher. Tout cela, il a traduit, si vous permettez, il a traduit ces images en paroles. Cette approche sensorielle, cette approche sensuelle, il a su le traduire en verbe. Et donc, moi, c'était beaucoup le défi. Et on s'est assis une semaine après l'autre dans un petit restaurant. Et puis, il me questionnait sur le premier bourillon. Je lui ai répondu. Puis là, il dit, et si on tentait ce mot-là? Ou peut-être celui-là. Puis, beaucoup ce qui compte pour Larry Tremblay, je m'en suis aperçu lors de ces multiples rencontres, c'est l'intonation, la résonance. Ça frappe l'oreille comment ça? Ça sonne comment en anglais ça? Donc je vois que lui aussi, tout comme Francis Bacon, vraiment, pour lui, la dimension sensorielle et sensuelle en parole, en verbe, est d'une priorité absolue. Et la dimension de la musicalité, justement. Oui, justement, la résonance, l'intonation, est-ce que ça coule? Souvent, on se lançait des défis. Est-ce que ça coule mieux comme ça ou bien comme ça? Très bien. 158 fragments d'un Francis Bacon explosé. Les gens qui voudraient acheter la traduction que vous avez faite, c'est disponible dans toutes les librairies? Ça sera justement, on le lance avec Ecstasis Editions, qui est à Victoria, en Colombie-Britannique. En Colombie-Britannique, et je tiens à dire à l'auditoire d'ici Télévision, il s'agit d'une première. C'est la toute première fois qu'on publie en anglais, en recueil, par Larry Tremblay. C'est du jamais vu. Mais c'est très bien, je vous en félicite, professeur Cornette. Écoutez, il y a des livres ici. On va parler de manière ordonnée, je veux dire. J'ai devant moi Hélène Dorion, Comme résonne la vie. C'est une parution récente, 2018, si je ne m'abuse. 2018, qui est un projet de traduction de votre part, professeur Cornette. Parlez-nous-en. Mais justement, j'avais vu, quelle coïncidence, lors d'un vernissage d'art visuel, j'ai vu Hélène Dorion. Je ne l'avais pas vue depuis un bon moment, mais on a déjà fait un atelier dialogique ensemble. Ce qui me frappe toujours chez Hélène Dorion, c'est la profondeur de la pensée. Rappelons qu'Hélène Dorion est philosophe de formation mais qui a su articuler un système de pensée par la poésie, également par les romans. Mais dans ce cas-ci, quand vous parliez de musicalité, et je tiens à vous dire, à l'invitation d'Hélène Dorion, on fera un événement à la salle Bourgie. C'est une lecture? C'est avec les violons du roi. Ah, ok, un concert alors. Oui, et elle va lire l'original français, et puis elle m'a invité à lire ma traduction de quelques-uns des poèmes de ce recueil. Et elle a une façon, il faut le dire, Monsieur Ben-Kieran, elle a une façon d'aller droit au cœur par le cerveau. Elle nous fait raisonner, comme résonne la vie,
mais elle nous fait ressentir. Mais je pense que c'est parmi nos grands poètes, philosophes et psychologues même. Et donc, c'est prévu en mars 2020. Oui, en mars 2020. 2020 que le projet... À la salle Bourgie. À la salle Bourgie, peut-être à ce moment-là, qui sait, on pourrait vous inviter pour en parler encore. Francis Gilbert, Hare Krishna, un autre projet de traduction. Voulez-vous nous en dire plus? Mais volontiers, comme indique le titre, Hare Krishna, il s'agit, n'est-ce pas, de la spiritualité dans un sens large. Oui, c'est ça. On est dans votre champ, là, on peut dire. Tout à fait. Donc, je l'ai lu comme ça m'a attiré. Et j'ai appris que M. Gilbert, qui a gagné le prix du gouverneur général avec ce titre-là, rien de moins, j'ai appris qu'il est souvent en Asie et qu'il explore toute la culture, la pensée, la mentalité, ainsi que la spiritualité orientale. Et ça, je l'ai très bien lu, je l'ai vu dans le livre. Donc, en plus, il a une pratique de yoga. De yoga aussi, de méditation. Donc, et je dirais même, M. Ben-Khéran, c'est ça le dénominateur commun dans chacun de ces auteurs que j'ai le plaisir de traduire. C'est cette spiritualité foncière qui se manifeste de plusieurs formes différentes. Très bien. Alors, on va rebondir sur ça, mais après la pause, mesdames et messieurs, restez avec nous. De retour, mesdames et messieurs, dans le cadre de Arts et Lettres avec notre invité, le professeur Cornette. Professeur, on parlait de François Gilbert, de ce projet de traduction. Vous parliez justement de la nécessité, je veux dire de l'utilité d'être quelqu'un qui est dans la méditation pour écrire des textes. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui, et d'ailleurs, j'apprécie cette question. Vous savez comment je suis venu à la traduction? D'abord, pour la thèse doctorale, j'ai dû traduire tous les genres littéraires. Donc, contes, poésie, nouvelles, romans et non-fiction. Et non-fiction, d'accord. Et en tant que spécialiste en sciences des religions, quand il s'agit de traduire, littéralement, ce que je fais, M. Ben-Khéran, c'est que je médite le texte comme un exercice spirituel, de sorte qu'il m'habite. Donc, méditer le texte comme un exercice spirituel de sorte à ce que cela vous habite, nous habite. Donc, et ça, je pense que c'est le fond de votre pensée, si je peux. Ma démarche dialogique. C'est votre démarche dialogique. On rappellera que vous avez fait beaucoup d'ateliers avec Guy Pilon. Hein. Vous avez avec parlé... Guy Pilon, avec la famille. Avec la famille, exactement. Et bien d'autres ateliers. Bon, j'ai envie de passer maintenant à Rawi Haj. Il y a une activité qui s'en vient, qui est l'un des plus grands écrivains canadiens. Il réside en Ontario. Parmi ses livres, il y a Cafard. C'est un livre immense, traduit de l'anglais en français. Là, c'est son tout dernier, Beirut Hellfire Society. Quelle année, professeur? De 2018. Rawi Haj habite Montréal, mais il voyage énormément. Et il y a tout un parcours. Rawi Haj et moi, on a cheminé ensemble depuis plus de 20 ans. D'accord. Je l'ai rencontré une première fois dans une exposition dont il était co-commissaire. D'accord. Et je me suis rendu compte de la grande valeur de ce qu'il faisait et la force de frappe de son art visuel dont il était commissaire. Donc, je l'ai invité, et ça fait plus de 20 ans. Personne ne savait qui était Rawi Haj. Et en plus, pour gagner, pour payer les factures, il conduisait un taxi, puis le soir, il nettoyait les maisons. C'est la vie de bien des artistes, exactement. n'est-ce pas? Et je pense que même dans ses livres, on dirait qu'il y a une part de réalité qu'il avait vécue, projetée dans la fiction, de manière exceptionnelle. Hein, réaliste, il n'y a pas plus réaliste que Rawi Haj. C'est quelque chose. On va juste avoir des explications de votre part concernant cette activité qui s'en vient. Est-ce que c'est un projet de traduction, c'est une lecture? Non, il s'agit d'ateliers dialogiques. D'ateliers dialogiques, en fait, exactement. Croyez-le ou non, c'est la 6e fois
qu'on fera des ateliers dialogiques Avec, ensemble. d'accord. Parce que tantôt, je l'ai fait sur l'art visuel et je rappelle à l'auditoire d'ici Télévision que Rawi Haj a fait d'abord un baccalauréat en art visuel à exact. l'Université Concordia, Exactement. ensuite une maîtrise en art visuel à l'UQAM. Donc là encore, ce dialogue entre l'image et le verbe et la parole. Et c'est ce qu'on explore dans ces ateliers idéologiques. Et pourquoi est-ce qu'on le fait avec les écrits de Rawi Haj? C'est que ces mots, mais on les voit. Exactement. Ça devient tout en couleur. Oui, lire un auteur et puis voir défiler les images. Et les images, nous avons la preuve d'un talent. Saisissantes. Saisissant, exactement. C'est d'une force. Mais il faut dire que c'est d'une violence aussi. Je me rappelle avoir lu, ça m'a marqué, son livre Cafard, ça m'a marqué. Mais il n'a pas peur. Oui. Il vient, n'est-ce pas, du Liban, la guerre civile au Liban, ce qu'il a vécu. Et c'est ça que j'apprécie, c'est de traduire une expérience vécue en haute littérature. Tout à fait. Alors, un atelier dialogique qui s'en vient entre le professeur Norman Cornette et Rawi Haj. La date, professeur? Alors, on aura des ateliers dialogiques pendant le mois d'octobre. Pendant le mois d'octobre. Et puis, ils peuvent aller sur mon site www.cdedec.com. Et je suis certain que notre réalisateur va le mentionner. Une question à vous, professeur Cornette. Est-ce que l'artiste, comment l'artiste peut-il utiliser ou matérialiser la spiritualité par la création? Mais je crois que dans le cas de chacun de ces artistes dont on parle, M. Ben Kieran, c'est qu'ils puisent dans le tréfonds de la condition humaine. Ils puisent de leur vécu, ils puisent de leur sens et de leurs émotions, de leur vie psychologique. Et ils traduisent ce qui est le plus profond chez l'être humain en art littéraire. Mais c'est une question que je pose aussi à l'érudit en sciences religieuses aussi. Je pourrais reposer la question d'une autre façon. À quel point la spiritualité est-elle nécessaire à l'artiste? Je crois que ça n'est la force motrice. C'est la force motrice. C'est que bien des artistes, la vie d'artiste n'est pas facile. Alors, il faut que ça soit plus fort que vous voulez tellement, que vous ne pouvez pas faire autrement, que vous allez tout gager pour l'art, vous allez tout miser sur l'art, et vous allez mettre votre vie en jeu, votre vie quotidienne, pratique. Et moi, je me souviens des jours où Rawi Haj conduisait un taxi et nettoyait les résidences d'aînés. Tout à fait. Mais qui a su garder le cap. Voici ce que je vise et je n'accepte rien de moins. Un objectif. Exactement. Parce que ça, c'est une erreur, me semble-t-il, dans la conscience populaire, que l'artiste est indiscipliné, que l'inspiration vient d'en haut, puis tout d'un coup, de façon magique, ça se produit. Mais non, c'est une rigueur, c'est une discipline. Et on a un objectif, on garde le cap, on le fixe, et on ne baisse pas les bras. Les bras, exactement. Vous voyez, le temps passe vite avec vous, professeur Cornette. C'était un plaisir de vous avoir accueilli. C'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup de votre présence. Merci à vous, monsieur Ben Kieran. Je vous en prie. Merci beaucoup de votre intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Ben Kieran avec vous. Portez-vous bien. À la prochaine.